Plus de 70% de la surface terrestre est recouverte d'eau, mais seulement 3% de cette eau est de l'eau douce. Et sur ce faible pourcentage, moins d'1% est facilement disponible pour notre consommation. Cela soulève une question fondamentale. Comment est-il possible que, malgré toute la pollution générée par l'activité humaine, la Terre continue de nous fournir ce liquide vital, essentiel à la vie, jour après jour ? La réponse réside dans les incroyables systèmes de filtration de la nature, un réseau complexe de processus biologiques, physiques et chimiques qui œuvrent inlassablement à purifier l'eau à une échelle qu'aucune technologie humaine ne peut égaler. Nous sommes sur le point d'explorer la science derrière cette magie naturelle, en découvrant comment la Terre se nettoie elle-même et nous assure une source continue d'eau. Le cycle hydrologique est le système de purification le plus grand et le plus fondamental de la planète. Constamment, le Soleil irradie de l'énergie sur la Terre, chauffant de vastes étendues d'eau dans les océans, les lacs, les rivières et la surface du sol. Cette chaleur induit l'évaporation, un processus par lequel les molécules d'eau liquide gagnent suffisamment d'énergie pour se transformer en vapeur d'eau, une forme gazeuse. Ce qui est crucial ici, c'est que pendant l'évaporation, les impuretés dissoutes dans l'eau, telles que les sels, les minéraux, les métaux lourds et la plupart des micro-organismes pathogènes sont trop lourdes ou non volatiles et restent en arrière. Essentiellement, l'évaporation fonctionne comme une distillation naturelle à l'échelle planétaire, laissant une eau moléculairement pure dans l'air. Cette vapeur monte dans l'atmosphère où elle se refroidit et se condense en minuscules gouttelettes d'eau ou cristaux de glace, formant des nuages. Lorsque ces gouttelettes deviennent suffisamment grandes, la gravité les attire de nouveau vers la surface terrestre sous forme de précipitations, pluie, neige, grésille ou grêle. Ainsi, l'eau douce est distribuée sur tout le globe, réapprovisionnant les lacs, les rivières et les aquifères. Ce cycle incessant non seulement déplace l'eau, mais il la renouvelle et la purifie continuellement, garantissant que l'eau que nous buvons aujourd'hui a été essentiellement distillée par le soleil et le ciel. Une fois que l'eau tombe sur la surface terrestre, elle commence son voyage à travers un autre des systèmes de filtration les plus efficaces de la nature, le sol et les formations rocheuses. Ce processus est connu sous le nom de percolation ou d'infiltration, et il est vital pour la recharge des aquifères, de vastes réserves souterraines d'eau douce. À l'instar d'un filtre à café géant, le sol est composé de multiples couches de matériaux différents, chacun contribuant à la purification de l'eau. La couche supérieure, riche en matière organique et recouverte de végétation, agit comme un pré-filtre, piégeant les grosses particules, les sédiments et certains polluants organiques. Sous cette couche superficielle, l'eau s'infiltre à travers des strates de sable, de gravier et d'argile. La filtration physique est la première ligne de défense de ce système. À mesure que l'eau se déplace à travers les petits espaces poreux entre les particules du sol et des roches, les particules en suspension, telles que les boues, les argiles, les bactéries et les virus, sont physiquement piégées et retenues. Le sable, par exemple, a des pores relativement grands, ce qui permet un écoulement rapide de l'eau, mais avec une filtration grossière. L'argile, en revanche, est composée de particules extrêmement fines et densément tassées, créant de très petits pores qui ralentissent l'écoulement de l'eau, mais qui sont incroyablement efficaces pour retenir les particules microscopiques et certains contaminants chargés électriquement. Prenons un exemple concret. L'aquifère d'Ogallala aux États-Unis, l'un des plus grands du monde, se recharge lentement à travers des couches de sable et de gravier qui filtrent l'eau de pluie, fournissant de l'eau potable à des millions de personnes et soutenant une vaste zone agricole. Au-delà de la simple filtration physique, le sol et les roches emploient des processus chimiques et biologiques sophistiqués. L'adsorption est l'un des mécanismes chimiques clés. De nombreux minéraux présents dans le sol, notamment les argiles et les oxydes de fer, possèdent des surfaces chargées qui attirent et retiennent les ions de contaminants, tels que les métaux lourds, plomb, cadmium ou mercure ou certains pesticides. Cette attraction électrochimique les fait adhérer à la surface du minéral, les éliminant efficacement du flux d'eau. Par exemple, dans les régions volcaniques, les sols riches en minéraux comme la zéolite présentent une remarquable capacité d'adsorption, utilisant leur structure poreuse pour piéger les contaminants. De plus, des réactions chimiques directes se produisent. L'eau acide, par exemple, peut réagir avec les minéraux alcalins du sol, comme le carbonate de calcium présent dans le calcaire, neutralisant son acidité et précipitant certains métaux dissous. C'est un processus vital dans les régions karstiques où l'eau s'infiltre à travers les formations calcaires, émergeant sous forme de sources d'eau douce et de haute qualité.
L'eau souterraine qui alimente nombre des grandes sources du monde, comme celle qui approvisionne la ville de San Antonio au Texas ou les sources de Floride, a traversé des kilomètres de roches calcaires, un filtre naturel massif qui assure sa pureté. Mais la partie la plus dynamique de la purification du sol est peut-être l'activité biologique. Le sol est un écosystème vivant abritant des milliards de micro-organismes par gramme, bactéries, champignons, protozoaires. Ces petits héros travaillent inlassablement pour décomposer et transformer une vaste gamme de contaminants. Les bactéries, par exemple, sont expertes dans la biodégradation de composés organiques complexes tels que les résidus pétroliers, les pesticides ou les déchets organiques végétaux et animaux, les convertissant en substances plus simples et inoffensives comme le dioxyde de carbone et l'eau. Ce processus est similaire à la digestion, où les micro-organismes utilisent les contaminants comme source de nourriture ou d'énergie. Considérons le cas de la biorestauration naturelle. Sur les sites contaminés par des déversements d'hydrocarbures, les populations microbiennes indigènes du sol, dans les conditions adéquates d'oxygène et de nutriments, peuvent dégrader progressivement les composés toxiques. Bien que ce soit parfois un processus lent, la nature démontre une capacité étonnante à se rétablir si on lui donne suffisamment de temps. Dans une étude menée par l'Université de Stanford sur la biorestauration d'aquifères contaminés par des solvants chlorés, il a été observé que certaines bactéries anaérobies étaient capables de transformer ces composés hautement toxiques en produits moins nocifs sur plusieurs années, démontrant le pouvoir de la microbiologie du sol. La vitesse de filtration à travers le sol varie énormément. Dans les sols sableux, l'eau peut percoler à des vitesses de plusieurs mètres par jour, tandis que dans les sols argileux, elle peut prendre des années, voire des décennies, pour ne se déplacer que de quelques centimètres. Cette lenteur de filtration à travers les argiles est en fait un avantage, car elle offre un temps de contact prolongé permettant au processus d'absorption, de réaction chimique et de biodégradation d'agir avec une efficacité maximale. La lenteur est essentielle pour une purification profonde. Environ les 3/4 de l'eau douce liquide mondiale se trouvent sous terre dans ces aquifères. Dans de nombreux endroits, cette ressource souterraine est si propre qu'elle peut être extraite directement et consommée sans traitement supplémentaire, un témoignage direct de l'efficacité des filtres naturels du sol et des roches. À Santiago du Chili, par exemple, une partie importante de son approvisionnement en eau potable provient d'aquifères alimentés par le ruissellement de la cordillère des Andes, filtrés à travers des milliers de mètres de roches et de sédiments. Les zones humides sont un autre des prodiges naturels de la purification de l'eau. Ce sont des écosystèmes de transition entre les environnements terrestres et aquatiques, caractérisés par des sols saturés d'eau ou recouverts d'eau superficielle de manière permanente ou saisonnière. Cela inclut les marais, les vasières, les marécages et les tourbières. Les zones humides sont de véritables éponges et filtres vivants, et leur capacité à améliorer la qualité de l'eau est phénoménale. Leur structure unique, avec une végétation aquatique dense et une hydrologie lente, crée les conditions parfaites pour une purification multifacette. Lorsque l'eau entre dans une zone humide, sa vitesse de débit diminue drastiquement en raison de la résistance de la végétation et de la topographie. Cette réduction de la vitesse permet aux sédiments en suspension et aux particules plus grandes, qui contiennent souvent des polluants adhérents, de se déposer au fond. Ce processus de sédimentation est fondamental, car il élimine non seulement la boue et la turbidité, mais aussi de nombreux contaminants associés, tels que les métaux lourds et les nutriments excédentaires qui causent des problèmes comme l'eutrophisation. Pensez aux Everglades de Floride, une zone humide immense qui agit comme un filtre naturel géant pour l'eau s'écoulant vers le sud, crucial pour la santé de l'écosystème et l'approvisionnement en eau de la région. La végétation des zones humides joue un rôle actif dans la purification. Les plantes aquatiques, comme les joncs, les massettes et les nénuphars, ont des systèmes racinaires qui absorbent activement des nutriments comme l'azote et le phosphore, qui sont des polluants en excès dans les plans d'eau, mais essentiels à la croissance des plantes. Ce processus, connu sous le nom de phytorémédiation, va au-delà de l'absorption des nutriments. Certaines plantes sont capables d'absorber des métaux lourds comme le cadmium, le chrome ou le nickel, et d'autres composés organiques en les accumulant dans leurs tissus. Un cas notable est celui de la jacinthe d'eau Eichhornia crassipes, qui, bien qu'invasive dans certains contextes, a démontré une capacité exceptionnelle à absorber les métaux lourds et les produits pharmaceutiques dans les zones humides construites pour le traitement des eaux usées. Ce processus est si efficace que dans certains systèmes de zones humides construites, la récolte de la biomasse végétale peut éliminer de grandes quantités de ces contaminants du système, servant de forme sost. Capable de purifier l'eau.
Mais le véritable moteur de purification dans les zones humides sont les micro-organismes. L'environnement saturé et l'abondante matière organique créent des conditions idéales pour l'épanouissement de diverses communautés microbiennes, tant aérobies qu'anaérobies. Les bactéries et les champignons qui habitent les sédiments et les racines des plantes sont responsables de la biodégradation d'une large gamme de contaminants. Par exemple, dans les zones avec oxygène, les bactéries nitrifiantes convertissent l'ammonium en nitrate. Ensuite, dans les zones sans oxygène, d'autres bactéries, les dénitrifiantes, transforment le nitrate en azote gazeux qui est libéré inoffensivement dans l'atmosphère. Ce cycle de nitrification et de dénitrification est crucial pour éliminer l'excès d'azote des eaux usées ou du ruissellement agricole. De plus, les zones humides sont efficaces dans la réduction des agents pathogènes. Les conditions environnementales, la compétition pour les ressources et la prédation par d'autres micro-organismes dans la zone humide contribuent à l'élimination naturelle des bactéries et virus nocifs pour l'être humain. La combinaison de la sédimentation, de la filtration, de l'absorption végétale et de l'activité microbienne fait des zones humides de véritables stations d'épuration naturelle, capables d'améliorer significativement la qualité de l'eau avant qu'elle ne retourne aux rivières ou aux aquifères. Les zones humides construites, conçues par des ingénieurs imitant ces systèmes naturels, sont de plus en plus utilisées dans le monde entier pour traiter les eaux usées municipaux et industrielles, démontrant l'efficacité de ce modèle. Un exemple est la ville d'Arcata en Californie, qui utilise un système de zones humides construites pour traiter ses eaux usées, les transformant en un habitat pour la faune et une zone récréative pour ses habitants. Les rivières et les lacs, bien qu'étant des réceptacles de nombreuses activités humaines, possèdent également une remarquable capacité d'auto-épuration, à condition qu'ils ne soient pas surchargés de contaminants. Cette capacité repose sur une combinaison de processus physiques, chimiques et biologiques qui opèrent à différentes échelles. L'un des mécanismes les plus simples est la dilution. Lorsqu'un contaminant pénètre dans une grande masse d'eau, sa concentration est réduite simplement en se mélangeant avec un volume d'eau beaucoup plus important. Bien que cela n'élimine pas le contaminant, cela diminue son impact et sa toxicité par unité de volume. L'aération est fondamentale dans les rivières et les lacs. Le mouvement constant de l'eau dans les rivières, notamment dans les zones de rapides ou de cascades, et le contact de la surface de l'eau avec l'atmosphère permettent à l'oxygène atmosphérique de se dissoudre dans l'eau. Cet oxygène dissous est vital pour la vie aquatique, mais il est également crucial pour la décomposition aérobie de la matière organique et d'autres contaminants par les bactéries. Les bactéries aérobies sont très efficaces dans la dégradation des déchets organiques, les transformant en dioxyde de carbone et en eau. Sans suffisamment d'oxygène, l'eau devient anoxique, ce qui entraîne une décomposition anaérobie, produisant des odeurs désagréables et des composés plus toxiques, comme le sulfure d'hydrogène. La sédimentation se produit également dans les rivières et les lacs, en particulier dans les zones où le courant diminue, comme sur les rives des rivières ou dans les profondeurs des lacs. Les particules en suspension, y compris les boues, les argiles et la matière organique, se déposent au fond par l'action de la gravité. Ces particules transportent souvent des polluants adhérents qui sont ainsi retirés de la colonne d'eau. Le lit de la rivière et le fond du lac deviennent des dépôts de ces matériaux et avec le temps, certains d'entre eux peuvent être enfouis et neutralisés. La lumière du soleil joue un rôle surprenant dans la purification des plans d'eau. Le rayonnement ultraviolet présent dans la lumière du soleil est un puissant désinfectant naturel. Il peut inactiver les virus et les bactéries pathogènes qui se trouvent à la surface de l'eau. Ce processus est connu sous le nom de photodégradation ou de photolyse. De plus, la lumière du soleil peut décomposer chimiquement certains contaminants organiques complexes en molécules plus simples et moins toxiques. Bien que sa portée soit limitée aux couches superficielles de l'eau, son effet est significatif, en particulier dans les lacs et les rivières transparents. Enfin, l'activité microbienne est le pilier de l'auto-épuration dans ces plans d'eau. Tout comme dans le sol et les zones humides, les micro-organismes aquatiques, y compris les bactéries, les algues et les champignons, sont les principaux responsables de la décomposition de la matière organique et de la transformation des polluants. Les algues, par exemple, peuvent absorber des nutriments comme les nitrates et les phosphates pour leur croissance, aidant à réduire leur concentration dans l'eau. Les poissons et autres organismes aquatiques contribuent également en se nourrissant de petits organismes et de détritus faisant partie d'une chaîne alimentaire complexe qui recycle et traite la matière dans l'écosystème. Un exemple frappant de la capacité d'auto-épuration est la Tamise à Londres.
Au milieu du 19e siècle, la Tamise était connue sous le nom de Grande Puanteur, en raison de l'immense quantité d'eaux usées directement déversées. Elle était biologiquement morte dans de nombreux tronçons. Cependant, grâce aux efforts d'assainissement, y compris la construction de systèmes d'égouts massifs et d'usines de traitement des eaux usées et l'amélioration ultérieure de la qualité des rejets, la rivière a retrouvé une grande partie de sa santé. Aujourd'hui, elle abrite une diversité surprenante d'espèces de poissons et de faune, démontrant que les systèmes fluviaux ont une résilience considérable si on leur donne la possibilité de se rétablir et si la charge de pollution est réduite. Les écosystèmes forestiers jouent un rôle silencieux mais monumental dans la purification de l'eau, agissant comme des gardiens des bassins versants. Les forêts sont bien plus que de simples arbres, ce sont des systèmes complexes qui interagissent de manière vitale avec le cycle de l'eau, influençant sa quantité et surtout sa qualité. La densité de la végétation forestière et la structure de ses sols sont les clés de son efficacité. Premièrement, la couverture forestière réduit drastiquement l'érosion des sols. Les cimes des arbres interceptent la pluie, diminuant son impact direct sur le sol. Les feuilles et la litière au sol amortissent la force de l'eau, lui permettant de s'infiltrer lentement au lieu de ruisseler rapidement à la surface. Les vastes réseaux racinaires des arbres et autres plantes forestières ancrent le sol, empêchant les sédiments, riches en nutriments et parfois en contaminants, d'être emportés vers les ruisseaux et les rivières. Moins de sédiments dans l'eau signifie une turbidité plus faible et une charge de contaminants réduite, ce qui facilite la purification naturelle en aval. En plus de la stabilisation du sol, les sols forestiers sont des systèmes de filtration exceptionnels. Ils sont riches en matière organique décomposée, ce qui crée une structure poreuse améliorant la capacité d'infiltration et de filtration. Cette matière organique, associée aux argiles et aux minéraux du sol, peut absorber les contaminants, tels que les pesticides ou les métaux lourds, avant qu'ils n'atteignent les eaux souterraines ou superficielles. Le vaste réseau racinaire des arbres absorbe également de grandes quantités d'eau du sol, y compris les nutriments dissous, comme l'azote et le phosphore, empêchant ainsi leur infiltration et la contamination des cours d'eau voisins. Ce processus est particulièrement précieux dans les bassins où l'agriculture est intensive. Un exemple emblématique de l'importance des forêts dans la purification de l'eau est le système d'approvisionnement en eau de la ville de New York. La ville tire une grande partie de son eau potable du bassin de Catskill, Delaware, une vaste zone boisée et protégée. Au lieu de construire une coûteuse usine de filtration qui aurait coûté des milliards de dollars, la ville a investi plus d'1 milliard de dollars dans la protection et la restauration de cet écosystème forestier. Cet investissement a inclus l'achat de terres, l'amélioration des pratiques agricoles et la restauration des zones humides dans le bassin. Le résultat est que l'eau qui arrive à New York depuis ces bassins est si pure qu'elle ne nécessite pas de filtration conventionnelle, mais seulement une désinfection. Il s'agit d'une étude de cas de classe mondiale qui démontre la valeur économique et écologique du maintien intact et sain des écosystèmes forestiers. Les micro-organismes sont les ingénieurs invisibles et fondamentaux derrière presque tous les processus de purification de l'eau dans la nature. Ils opèrent au niveau moléculaire, transformant et recyclant les éléments d'une manière que les technologies humaines commencent à peine à imiter. Ils sont omniprésents, on les trouve dans le sol, dans les sédiments des rivières et des lacs et dissous dans la colonne d'eau elle-même. Les bactéries en particulier sont les championnes de la biodégradation. Différents groupes de bactéries ont la capacité de décomposer une variété étonnante de composés organiques complexes, des sucres simples aux hydrocarbures persistants et à certains pesticides. Elles utilisent ces composés comme source d'énergie et de carbone pour leur croissance, convertissant des substances qui sont pour nous des contaminants toxiques en matériaux inoffensifs comme le dioxyde de carbone et l'eau. C'est le processus de minéralisation. Par exemple, dans un environnement riche en oxygène, les bactéries aérobies dégraderont rapidement la matière organique dans un lac, évitant l'accumulation de bouse et l'épuisement de l'oxygène. Un processus microbien crucial est le cycle de l'azote. Les bactéries nitrifiantes transforment l'ammonium, un sous-produit de la décomposition de la matière organique et un contaminant courant dans les eaux usées, en nitrite puis en nitrate. Ensuite, en l'absence d'oxygène, les bactéries dénitrifiantes prennent ce nitrate et le convertissent en azote gazeux qui s'échappe inoffensivement dans l'atmosphère. Ce cycle est vital pour éviter l'accumulation d'azote dans les plans d'eau, ce qui pourrait entraîner l'eutrophisation, une prolifération excessive d'algues qui épuisent l'oxygène et nuit aux écosystèmes aquatiques. Un autre exemple est la réduction du soufre. Certaines bactéries peuvent transformer le sulfate en sulfure d'hydrogène, un gaz à l'odeur d'œuf pourri, dans des conditions anaérobies. D'autres peuvent oxyder le sulfure d'hydrogène pour le reconvertir en sulfate.
Ces cycles microbiens garantissent que les éléments essentiels sont recyclés et que les composés potentiellement toxiques sont transformés en forme moins nocive. Même l'élimination des métaux lourds peut être facilitée par les micro-organismes. Certaines bactéries peuvent précipiter les métaux lourds, les immobilisant dans les sédiments ou même transformer leur état d'oxydation, les rendant moins toxiques ou moins mobiles. L'échelle et la diversité de l'activité microbienne sont immenses. 1 gramme de sol sain peut contenir des milliards de micro-organismes. Ces microbes forment des consortiums complexes où différentes espèces coopèrent pour décomposer une gamme plus large de contaminants qu'une seule espèce ne pourrait le faire. Ils sont incroyablement adaptables, évoluant pour dégrader de nouveaux composés à mesure qu'ils apparaissent dans l'environnement. La science moderne commence à comprendre et à appliquer le pouvoir de ces micro-organismes par le biais de la biomimétique, en imitant les processus naturels pour concevoir des systèmes de traitement de l'eau. Par exemple, les bioréacteurs à membrane ou les systèmes à boues activés dans les stations d'épuration sont essentiellement des zones humides ou des rivières artificielles optimisées pour cultiver et utiliser des populations microbiennes spécifiques pour la dégradation rapide des contaminants. Ces systèmes témoignent du fait que la nature a déjà perfectionné les meilleures solutions et notre rôle est de les comprendre et de les appliquer intelligemment. L'efficacité étonnante des systèmes de purification de la nature a profondément inspiré l'ingénierie environnementale et la science du traitement de l'eau, donnant naissance à ce que nous appelons la biomimétique. La biomimétique est l'étude de la nature dans le but d'imiter ses conceptions et ses processus pour résoudre les problèmes humains. Dans le domaine de la purification de l'eau, cela se traduit par la création de technologies qui reproduisent ou améliorent les mécanismes naturels. L'un des exemples les plus directs et les plus efficaces sont les filtres à sable lent, une technologie utilisée depuis des siècles et directement inspirée de la filtration de l'eau à travers le sol. Ces filtres sont constitués de grands lits de sable qui fonctionnent à une vitesse très faible, permettant la formation d'une couche biologiquement active à la surface du sable, connue sous le nom de Schmutzdecke ou couche sale. Cette couche, riche en bactéries, algues et protozoaires, non seulement filtre physiquement les particules, mais biodégrade également les composés organiques et élimine les pathogènes de manière très efficace. Un exemple historique est la ville de Londres qui, depuis le 19e siècle, a utilisé des filtres à sable lent pour purifier l'eau de la Tamise, réduisant drastiquement les maladies transmises par l'eau comme le choléra. Aujourd'hui encore, ils sont largement utilisés dans les pays en développement en raison de leur faible coût et de leur grande efficacité. Une autre avancée significative est le développement des zones humides construites. Comme nous l'avons déjà mentionné, ce sont des systèmes d'ingénierie conçus pour reproduire la structure et la fonction des zones humides naturelles, mais contrôlés pour traiter des flux spécifiques d'eaux usées municipaux, industriels ou de ruissellement agricole. Ils sont conçus avec des couches de substrat comme le gravier et le sable et sont plantés de végétation aquatique. L'eau y circule lentement, permettant la mise en œuvre des mêmes processus de sédimentation, de filtration, d'absorption végétale et surtout d'activités microbiennes qui se produisent dans les zones humides naturelles. Un cas d'étude remarquable est la station d'épuration de West Palm Beach en Floride, aux États-Unis. Au lieu d'une usine de traitement conventionnelle à forte consommation d'énergie et à coût élevé, ils utilisent un système de zones humides construites qui s'étend sur plus de 1200 hectares. Ce système non seulement purifie efficacement les eaux usées de plus de 300 000 personnes grâce à des processus naturels, mais sert également d'habitat vital pour la faune, y compris les espèces en voie de disparition, et aide à restaurer le flux naturel de l'eau vers les Everglades. C'est un modèle exceptionnel de la manière dont l'infrastructure verte peut remplacer ou compléter l'infrastructure grise de manière durable. La phytorémédiation est un autre domaine où le biomimétisme gagne du terrain. Cette technique utilise des plantes et leurs micro-organismes associés pour éliminer ou neutraliser les contaminants du sol et de l'eau. Par exemple, certaines plantes comme le saule ou le peuplier peuvent être utilisées pour l'absorption de métaux lourds des sites contaminés ou pour la purification des eaux usées agricoles. Dans la région de la Baltique, des systèmes de phytorémédiation utilisant des arbres et des plantes spécifiques sont mis en œuvre pour nettoyer les eaux usées des fermes, réduisant ainsi la charge d'azote et de phosphore qui pénètrent dans la mer. Même dans la conception des matériaux filtrants, on cherche à imiter la nature. Par exemple, des études sur la structure des membranes cellulaires ou la surface des feuilles de lotus ont inspiré le développement de membranes de nanofiltration plus efficaces et résistantes à l'obstruction. La recherche en biotechnologie se concentre sur l'identification et la culture de souches de micro-organismes particulièrement efficaces dans la dégradation de contaminants spécifiques, qui sont ensuite appliqués dans des bioréacteurs avancés pour le traitement d'eaux usées industrielles complexes.
La leçon principale de tous ces exemples est claire. La nature est l'ingénieur le plus brillant et la clé d'un avenir durable de l'eau réside dans la compréhension et la protection de ses processus intrinsèques. Malgré l'incroyable capacité de la nature à purifier l'eau, il est fondamental de comprendre que cette capacité n'est pas infinie. Les systèmes naturels de purification ont des limites et l'échelle croissante de l'activité humaine, avec sa charge de pollution conséquente, menace de surcharger et de dégrader ces processus vitaux. La pollution excessive, le changement climatique et la destruction des écosystèmes sont les principaux défis. L'une des limites les plus évidentes est la surcharge de polluants. Lorsque de grandes quantités de déchets organiques, de produits chimiques industriels ou de nutriments agricoles sont déversés dans un cours d'eau, la capacité des micro-organismes à les décomposer est dépassée. Par exemple, si une rivière reçoit une quantité excessive de matière organique, la consommation d'oxygène par les bactéries qui la dégradent peut épuiser l'oxygène dissous dans l'eau. Cela crée des conditions anoxiques, tuant les poissons et d'autres organismes aquatiques et favorisant la croissance de bactéries anaérobies qui produisent des composés toxiques et malodorants. Le fleuve Citarum en Indonésie, considéré comme l'un des fleuves les plus pollués du monde, est un triste exemple de la façon dont le déversement massif de déchets industriels et domestiques a détruit sa capacité d'auto-épuration, le transformant en une décharge de toxines. Un autre défi majeur est l'apparition de nouveaux polluants pour lesquels les systèmes naturels ne sont pas entièrement adaptés. Des contaminants émergents tels que les produits pharmaceutiques, les perturbateurs endocriniens, les microplastiques et les produits chimiques perfluorés présents dans les produits de consommation courante sont difficiles à dégrader ou à éliminer par les processus naturels. Nombre de ces composés sont persistants, ce qui signifie qu'ils restent dans l'environnement pendant de longues périodes, s'accumulant dans la chaîne alimentaire et présentant des risques pour la santé humaine et écologique. La destruction des écosystèmes naturels compromet également la capacité de la Terre à purifier l'eau. La déforestation réduit la capacité des bassins versants à filtrer l'eau et à prévenir l'érosion. L'urbanisation excessive et le pavage de grandes surfaces empêchent l'infiltration de l'eau dans le sol, ce qui signifie que plus d'eau de pluie devient un ruissellement de surface qui transporte les polluants directement vers les rivières et les lacs, au lieu d'être purifiés par le sol. La conversion des zones humides en terres agricoles ou urbaines élimine certains des filtres naturels les plus efficaces de la planète. On estime que plus de la moitié des zones humides du monde ont disparu au cours du siècle dernier, avec des conséquences dévastatrices pour la qualité de l'eau et la biodiversité. Le changement climatique ajoute également une couche de complexité. Les altérations des régimes de précipitation, des sécheresses plus prolongées et des tempêtes plus intenses peuvent affecter la qualité et la disponibilité de l'eau. Les sécheresses réduisent les volumes d'eau dans les rivières et les lacs, diminuant la capacité de dilution et augmentant la concentration de polluants. Les tempêtes intenses, d'autre part, peuvent entraîner de grandes quantités de polluants dans les cours d'eau en une courte période, débordant la capacité de purification naturelle. L'augmentation de la température de l'eau due au réchauffement climatique réduit également la quantité d'oxygène dissous, ce qui affecte négativement l'activité microbienne aérobie et, par conséquent, la capacité d'auto-épuration. La conscience de ces limitations est cruciale. Pour maintenir la santé de nos écosystèmes aquatiques et assurer un approvisionnement continu en eau propre, il est indispensable de réduire la source de pollution, de protéger et de restaurer les écosystèmes naturels qui agissent comme des filtres et d'investir dans des technologies qui complètent et soutiennent les processus de purification de la nature. Ce n'est qu'à travers une approche holistique qui respecte les limites de la planète que nous pourrons garantir que les générations futures bénéficieront également des systèmes de filtration de la Terre. La protection de nos forêts, zones humides et rivières n'est pas seulement une question environnementale, mais un investissement fondamental dans notre propre santé et prospérité. L'histoire de la façon dont la nature purifie l'eau est l'un des récits les plus fascinants de notre planète. De l'immensité du cycle hydrologique propulsé par le Soleil, qui distille et renouvelle l'eau à l'échelle mondiale, jusqu'au réseau complexe de vie microscopique qui travaille inlassablement dans chaque grain de sol et chaque goutte d'eau, chaque système naturel est un chef-d'œuvre d'ingénierie biologique, physique et chimique. Nous avons vu comment les forêts agissent comme gardiennes des bassins versants, comment le sol est un filtre multifacette, comment les zones humides sont des bioréacteurs très efficaces et comment les rivières et les lacs ont une étonnante capacité d'autorécupération. Ces systèmes ne sont pas de simples curiosités scientifiques. Ils sont la base même de la vie sur Terre et le pilier fondamental de notre approvisionnement en eau douce. Sans eux, notre monde serait un endroit très différent, dépourvu de la ressource la plus vitale.
Comprendre la science derrière ces processus ne nous remplit pas seulement d'émerveillement face à la complexité et à la résilience de la nature, mais nous pousse également à une responsabilité inéluctable. Nous devons reconnaître que, bien que la nature soit puissante, sa capacité n'est pas illimitée. La surcharge de pollution, l'apparition de nouveaux composés et la destruction des écosystèmes menacent de déséquilibrer ces processus délicats. La leçon la plus importante que nous offrent ces systèmes de filtration naturelle est celle de l'interconnexion et de la durabilité. Ils nous enseignent que la meilleure technologie pour purifier l'eau existe déjà et est inhérente au processus naturel de notre planète. Notre tâche est de la protéger, de la respecter et, si nécessaire, de la soutenir avec des solutions qui imitent sa sagesse. Investir dans la conservation de nos forêts, la restauration des zones humides, la gestion durable des bassins versants et la réduction de la pollution à sa source ne sont pas de simples actions environnementales. Ce sont des investissements stratégiques dans la sécurité hydrique, la santé publique et le Explorateurs, j'espère que ce voyage à travers les systèmes de purification d'eau de la nature vous a ouvert les yeux à la merveille et à l'urgence de protéger cette ressource vitale. Si cette profonde immersion dans la science de la Terre vous a semblé aussi fascinante qu'à moi, alors s'il vous plaît, laissez un j'aime sur cette vidéo, partagez ces connaissances avec ceux qui se soucient de l'avenir de notre planète et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à découvrir les secrets du monde qui nous entoure. Vos commentaires sont très précieux, alors dites-moi quels autres mystères de la nature vous aimeriez que nous explorions.